Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui vous apprendrez tout concernant la création de l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, Dark Vador. Bienvenue dans le premier épisode de l'émergence des légendes. Qu'est-ce qui nous marque vraiment chez Dark Vador? Selon moi, la réponse est simple, c'est bien son apparence. Sa tenue entièrement noire, sa cape, son masque aux allures squelettiques et le bruit de sa respiration. Mais pourquoi Vador ressemble-t-il à cela? Eh bien c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre à travers toute cette émission. Mais voyons d'abord quelles étaient les idées de base de George Lucas quand il avait en tête sa propre image de Dark Vador. D'après les différents écrits qui nous sont parvenus, Lucas souhaitait voir un personnage entièrement vêtu de noir, faisant dès lors écho au fameux mythe du Chevalier Noir, dont on reparlera un peu plus tard, mais aussi aux nomades Touareg que l'on peut retrouver dans le film Laurence d'Arabie, un film d'aventure historique sorti en 1982. Ce n'est que lors de la pré-production de la Guerre des Étoiles que le concepteur artistique Ralph McQuarrie propose l'idée que Vador soit toujours muni d'un masque respirateur et d'une sorte de combinaison spatiale. Celui-ci devant faire son entrée à bord du vaisseau rebelle, il lui fallait bien un moyen de se déplacer dans l'espace tout en respirant, et l'idée a beaucoup plu à Lucas. C'est à cet instant qu'émerge l'idée d'une apparence proche des samouraïs, car comme vous le savez sûrement, le cinéma japonais et notamment la filmographie de Akira Kurosawa est particulièrement chère aux créateurs de Star Wars. Le design du samouraï pour Vador fait également écho à l'apparence d'Obi-Wan Kenobi, qui était elle aussi d'inspiration japonaise, et notamment de l'ère Meiji. Le masque est ainsi inspiré du kabuto, le casque des samouraïs, et du menpo, le masque de ces mêmes guerriers qui étaient évidemment là pour protéger leur visage, mais également pour terrifier leurs adversaires. Ralph McQuarrie poursuit ainsi ses différents essais de croquis, et petit à petit, le Vador que nous connaissons finit par faire son apparition. C'est ainsi que nous finissons par arriver à cette fameuse illustration que vous avez probablement déjà vue, sur laquelle on peut observer Dark Vador s'opposer non pas à Luke Skywalker, mais à Dick Starkiller. L'apparence de Vador est désormais presque prête, mais il reste encore de nombreuses questions quant à ce personnage, et la taille en fait partie. Sur cette image, on a l'impression qu'il est gigantesque, mais d'après son auteur, ce n'est qu'un simple effet de perspective, car dans son esprit, Vador était une petite personne voûtée et diabolique. Ce n'est qu'une fois les croquis prêts que le costumier John Mollo découvre une similitude entre le casque qui a pourtant une inspiration japonaise et le casque des soldats allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Assistés par Ron Beck, les deux hommes préparent une sorte de défilé de mode à l'intention du réalisateur pour qu'il puisse donner son accord concernant le costume. C'est ainsi qu'un mannequin se retrouve habillé avec une combinaison de moto noire, un casque allemand, un masque à gaz et un manteau de moine. Et là encore, Lucas est conquis. Celui-ci va ainsi modifier quelque peu ses plans, voyant qu'il tient là un personnage vraiment intéressant pour son film. Il va donc rendre celui-ci un peu plus important dans son scénario. Bien que l'histoire de Un Nouvel Espoir se concentre essentiellement sur le voyage du héros et donc de Luke Skywalker, là où la suite, l'Empire contre-attaque, donnera une profondeur bien plus grande à l'antagoniste. Concernant le costume en lui-même, il a fallu 11 semaines à John Mollo pour le finaliser. Le design final est également inspiré par The Lightning, un méchant de la série de films The Fighting Devil Dogs. Mais là encore, et bien que le résultat final soit iconique, le costume n'est pas parfait. On peut observer pas mal de défauts, notamment au niveau des yeux dans le masque où on peut voir les yeux de l'acteur. Mais le budget du film était particulièrement limité, et d'après le site officiel de la saga, John Mollo s'était vu confier un budget pharaonique de 1173 $ pour construire ce costume. De la même manière, alors que le costume du personnage devait être totalement peint en noir, il a finalement été décidé que celui-ci devrait être peint avec une variante de noir plus brillant, qui a été combiné à de l'argent bronze, afin que tous les détails de l'armure puissent être perçus par la caméra. Et il fallait également que le costume convienne à l'acteur qui le porterait. Différents moulages du corps de David Prowse ont été ainsi réalisés. A noter au passage que l'acteur s'était vu proposer le choix d'interpréter soit Chewbacca, soit Dark Vador. Et comme les méchants sont toujours plus iconiques selon lui, son choix n'a pas été difficile, même s'il ignorait à ce moment-là que son visage serait masqué. Ce qui rend le personnage de Vador d'autant plus iconique, c'est le son de sa respiration qui l'accompagne et sa voix. Et cela, on le doit en partie au concepteur sonore Ben Burtt, qui propose un son de respiration froid et mécanique, mais aussi constant et rythmé. Cela permet de donner un côté robotique au personnage, une idée qui plaît beaucoup à Lucas, ce qui permet au réalisateur de laisser traîner une sorte de flou dans l'esprit du spectateur qui ignore si Vador est une machine ou un homme. C'est plus une machine qu'un homme maintenant.
nous révélant par la suite quelques petits indices en nous montrant l'arrière de son crâne dans l'Empire contre-attaque, puis son squelette lorsqu'il subit les foudres de l'Empereur dans le Retour du Jedi. Alors que quelques instants plus tôt pourtant, nous avions pu constater que sa main était tout comme celle de Luke, robotique. À partir de là, Bird va faire plusieurs essais, avec des bruits de respiration plus ou moins saccadés. Le bruit que l'on peut entendre lorsque Vador est affaibli dans le Retour du Jedi est par exemple l'un des premiers enregistrements réalisés par le concepteur sonore pour Un Nouvel Espoir. Puis dans les tests qui ont suivi, les bruits que faisait Vador étaient vraiment très bruyants, voire peut-être même trop bruyants. Les concepteurs vont ainsi faire machine arrière et Lucas va imaginer que Vador a probablement dû être grièvement blessé lors d'un duel dans un volcan, l'obligeant à revêtir une armure qui n'est non pas une simple protection, mais bel et bien une combinaison de survie. Finalement, c'est un son d'un appareil de plongée dans lequel il place un micro qui est conservé. Et concernant la voix, vous n'êtes pas sans savoir que lors du tournage, c'était bien Prose qui récitait les phrases du personnage. Mais sa voix ne correspondait pas du tout à son allure. Lucas imaginait d'abord utiliser la voix de Orson Welles pour doubler son méchant, avant de reporter son choix sur James Earl Jones après le refus du premier nommé. Lorsque James Earl Jones est arrivé dans le studio d'enregistrement, il lui a paru évident que la voix du personnage était le véritable problème, si on souhaitait qu'il représente une menace. Finalement, l'enregistrement débute et 2h30 plus tard, James Earl Jones finit d'enregistrer les différentes lignes de Vador. Même si Ben Burtt réalise quelques modifications pour le faire paraître plus étouffé pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elles viennent du masque. Concernant la VF, Vador a connu pas moins de 3 doubleurs différents. Il est dans un premier temps doublé par François Chaumette dans Un Nouvel Espoir, puis par Georges Aminel dans les épisodes 5 et 6, puis l'épisode 3 en 2005, et enfin depuis 2007, c'est à Philippe Catoire, voix notamment de Charles Dance, qu'incombe la lourde tâche de prêter sa voix au plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Le costume du personnage a également été porté par Bob Anderson, qui jouait les scènes de combat au sabre. Sebastian Shaw a quant à lui porté l'armure pour la fin du Retour d'une Jedi, une scène de 2 minutes qui, pour l'anecdote, aura permis à l'acteur de recevoir plus de lettres de fans que pour tout le reste de sa carrière. Le costume sera aussi porté par Andrew Nelson, superviseur visuel chez LucasArts et ILM, qui a servi pour des photos promotionnelles pour certains jeux vidéo ou pour tourner dans les scènes additionnelles de la trilogie originale. Et c'est au final cette personne qui a le plus porté le costume de Dark Vador. Vient ensuite bien sûr le tour d'Hayden Christensen en 2005 pour filmer quelques scènes de la revanche des Sith. Puis le personnage fera de nouveau son retour sur les grands écrans en 2016 à l'occasion de la sortie de Rogue One, où le personnage est joué par Spencer Wilding, puis par Daniel Naprous pour la scène de combat finale où Dark Vador démontre l'étendue de ses pouvoirs. Enfin, et pour conclure cette première partie, on ne peut nier l'influence qu'a pu avoir l'image du célèbre Chevalier Noir, au sens moyenâgeux du terme, sur l'apparence qui a été choisie pour Vador. A l'origine, le Chevalier Noir représente un guerrier qui n'a pas d'appartenance fixe à une famille. Cela fait donc de lui un ennemi pour le monde féodal. C'est ainsi que va lui être collée cette étiquette du méchant. Dans de nombreuses histoires, on retrouve ainsi le héros qui se voit confronté à son ennemi, le Chevalier Noir. Et parfois, ces histoires sont accompagnées d'une princesse que le héros doit délivrer. Là encore, on peut retrouver certains points de scénario communs avec Un Nouvel Espoir. Et si je me fie à l'une des définitions du Chevalier Noir qui nous est donnée par Wikipédia, le Chevalier Noir est un anti-héros incarnant le mal dans les récits manichéens. Ces derniers ont des pouvoirs magiques ou servent un sorcier tutélaire malfaisant. Là encore, il est difficile de ne pas trouver des points de comparaison. Mais passons dès à présent à la deuxième partie de cette émission. Au fil des années, des épisodes ou des différents projets Star Wars, le costume de Vador évolue. Les plus connaisseurs savent par exemple que quelques petits détails de l'armure connaissent quelques modifications entre les différents épisodes de la trilogie d'origine. Le budget étant moins restreint pour l'Empire contre-attaque, les différentes pièces du costume sont fabriquées en plusieurs exemplaires, dans le cas où certains éléments se casseraient. L'apparence du costume en elle-même est légèrement modifiée, plusieurs boutons de couleur sont ajoutés, ainsi que des LED. Le boîtier de respiration, qui était simplement fixé avec des sangles dans Un Nouvel Espoir, est ici intégré dans le corps du personnage. De la même manière, depuis l'Empire contre-attaque, nous pouvons retrouver des inscriptions utilisant non pas de l'Aurebesh, l'alphabet de l'univers de Star Wars, mais une ancienne forme d'hébreu qui nous dit, je cite, « Ces actions ne seront pas pardonnées jusqu'à ce qu'ils le méritent », ce qui ajoute un élément en plus à la caractérisation du personnage qui, depuis les erreurs qu'il a commises, parcourt un long chemin de pénitence jusqu'à ce qu'il puisse connaître la rédemption dans le Retour du Jedi. Toujours dans cet objectif de rendre le personnage plus cybernétique,
les yeux du masque sont modifiés, passant d'une couleur rougeâtre à une couleur noire, afin qu'on ne puisse plus voir les yeux de l'acteur. Et de la même façon, la robe qui passait par-dessus la cuirasse dans l'épisode 4 a été repositionnée en dessous afin de souligner le côté plus mécanique de Vador. L'élément le plus marquant qui a changé est sans aucun doute l'armure, qui alors qu'elle faisait user dans Un Nouvel Espoir, est ici particulièrement lisse et brillante. Mais le masque a également été modifié afin de faciliter le travail de l'acteur ou du cascadeur. Enfin, concernant le retour de Vador dans la Revanche des Sith, il a fallu donner une apparence unique pour la première apparition du Seigneur Noir, tout en faisant en sorte que ça ne tranche pas complètement avec le costume de l'épisode 4. De la même manière, après son combat contre Obi-Wan sur Mustafar, nous savons en tant que spectateurs que tous les membres de Vador sont artificiels. Cependant, le film ne donne pas de vraies explications sur les problèmes de respiration de Vador, même si la novélisation du film laisse à penser que son exposition aux gaz nocifs émis par la planète pourrait être la cause de ce problème. À la fin de l'épisode 3, l'accent n'est pas tant porté sur les blessures de Vador que sur son emprisonnement. À partir de cet instant, il devient littéralement l'esclave de l'empereur. C'est d'autant plus marquant quand on voit que le personnage est retenu par des entraves. Concernant le costume en lui-même, Lucas a fait le choix de lui donner une apparence plus proche de celle des épisodes 5 et 6 plutôt que celle de l'épisode 4. On peut dès lors penser que s'il l'avait su ou s'il l'avait pu, Lucas aurait probablement remplacé la tenue de Vador dans Un Nouvel Espoir par celle des épisodes suivants, celle-ci correspondant plus à sa vision du personnage, afin d'assister au maximum sur le côté cyborg qu'était devenu Vador, accentué par quelques modifications au niveau du casque et du torse. Par la suite, le personnage refera son apparition en tant que protagoniste principal au cours des 2 premières saisons de Star Wars Rebels, et plus particulièrement dans la 2e où il se confronte à Ezra. Vous remarquerez que le design de l'armure est tout à fait différent des films, avec un Vador beaucoup plus fin et des traits plus élancés, ce qui ne manque pas de nous rappeler le concept art de Ralph McQuarrie, et pour l'anecdote, Dave Filoni a avoué que le budget pour la série était particulièrement serré. Mais pour autant, Vador devait avoir sa cape malgré les coûts supplémentaires que cela entraînerait. La cape a donc été conservée, tandis que les tenues de certains autres personnages, comme notamment celle que porte Anakin dans une vision du passé, sont beaucoup plus moulantes pour économiser le budget. Enfin, en 2020, le personnage apparaît dans la séquence finale de la série animée Star Wars The Clone Wars, avec un design qui me semble être une sorte de mix entre le Vador de Rebels, avec une carrure assez fine, et avec la version de Un Nouvel Espoir, avec notamment les yeux du masque qui sont rouges, qui peuvent d'ailleurs nous laisser entreapercevoir les yeux du personnage. Par ailleurs, l'un des artistes de The Clone Wars, Killian Plunkett, a pu nous expliquer comment il s'y était pris pour créer la version animée de ce nouveau Vador. Et voici ce qu'il dit. Comme demandé, voici Dark Vador comme on peut le voir dans The Clone Wars. Le processus de cette conception était inhabituel. Normalement, je créerais l'art 2D et la géométrie du modèle final serait basée sur cela. Cette fois, j'ai ouvert le modèle 3D de Vador de Rebels et l'ai peaufiné pour l'adapter au look Clone Wars. Ensuite, j'ai travaillé sur des rendus plats pour réaliser ces dessins nets et détaillés. On remarquera également que, visiblement, ils se sont fait plaisir pour la cape, qui est ici magnifiquement bien animée avec des effets de particules liés à la neige. Il faut croire que le budget pour le dernier arc de la série devait être plutôt confortable pour les équipes de créateurs, et ça ne peut que nous faire plaisir. Enfin, j'aimerais également aborder non pas l'armure de Vador dans Rogue One, mais un autre élément fortement lié au personnage, l'histoire de sa forteresse, qui elle non plus ne sort pas de nulle part. Alors oui, Rogue One a officialisé le fait que Vador dispose de sa propre forteresse. Mais c'est quelque chose qui est très bien inscrit dans l'esprit des plus grands fans de la franchise depuis les années 90. En effet, la forteresse du Seigneur Noir apparaît dans diverses œuvres comme dans le célèbre Dark Empire, mais aussi dans quelques romans jeunesse ou bien encore dans des jeux vidéo. Mais l'idée a dû tellement plaire que lorsque la décision a été prise de donner un rôle à Vador dans ce spin-off, faire apparaître son château apparut comme une évidence. Les concepteurs ont commencé par construire une histoire afin d'ajouter du contexte, du sens à l'existence de ce nouveau lieu. Dans un premier temps, ils se sont dit que ça serait probablement un lieu dans lequel Vador viendrait méditer ou se ressourcer. C'est pour cela qu'on peut y retrouver un réservoir de Bacta. Par là même, déjà à l'époque de la trilogie originale, Ralph McQuarrie avait exploré diverses pistes concernant une éventuelle forteresse pour Vador. Enfin, concernant la forme donnée au bâtiment, l'idée était de lui donner une apparence de diapason, avec 2 tours qui pourraient servir à canaliser l'énergie du côté obscur. Ce bâtiment est d'ailleurs construit en miroir inversé avec le temple Jedi de Jedha. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous aviez remarqué lors de vos précédents visionnages, mais vous y ferez plus attention la prochaine fois.
Ils ont également eu l'idée de préciser qu'une grotte Sith se trouvait en dessous de cette forteresse, ce qui permet de donner une raison de plus à la question suivante, pourquoi Vador réside-t-il ici? Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'apparence globale du château peut nous faire penser à une sorte de barrage qui utilise l'énergie offerte par le grand lac de lave. Et bien sûr, on ne peut pas nier l'évidence. Si Vador a choisi cette planète comme lieu de résidence, c'est bien évidemment car c'est sur Mustafar qu'il a échoué, qu'il a été battu par son ancien maître. C'est donc un lieu à partir duquel il va pouvoir canaliser toute sa colère. En somme, quelque chose de tout à fait normal pour un adorateur du côté obscur. Mais passons maintenant à la troisième partie qui traitera du caractère de ce personnage. L'histoire de Dark Vador dans sa globalité est divisée en trois parties. La tragédie, la menace, puis la rédemption. Le personnage sera bien évidemment le plus développé dans la prélogie, les trois films étant centrés sur la vie de ce jeune homme destiné à devenir l'élu de la prophétie, celui qui ramènera l'équilibre dans la force. Pourtant, tout ne va pas se passer comme dans un conte de fées, car dès l'épisode 1, la menace fantôme, nous en sommes avertis. Le jeune Anakin regrette de devoir quitter sa mère, et le conseil Jedi hésite à l'accepter. Finalement, Obi-Wan Kenobi imposera l'éducation de cet enfant, mais la seule personne qui comptait sur lui, et qui lui faisait confiance, a été éliminée. Alors que l'histoire se poursuit, Anakin se voit confronté à des épreuves de plus en plus difficiles, tout en étant toujours confronté à cette prophétie dont il est censé être l'élu, et pourtant il ne parvient pas à obtenir ce qu'il veut. Au fur et à mesure, ses convictions finiront par diverger de celles de l'ordre Jedi, à un point tel qu'il devient l'instrument principal de leur destruction. Mais comme a pu le révéler Lucas, cela ne signifie pas pour autant que la prophétie avait tort. Lorsqu'il accomplit la purge des Jedi, Anakin peut encore être considéré comme l'élu, car le rétablissement de l'équilibre dans la Force passe d'abord par le sacrifice de l'ordre Jedi, ce qui permet à Anakin ou Vador de rejoindre les rangs de ceux qui déséquilibrent la Force, les Sith, ce qui lui permettra à terme de rétablir l'équilibre dans la Force. Dans la trilogie originale, Vador est un méchant, ça ne surprend personne. Néanmoins, son rôle et son caractère évoluent au fil des films. Là où il est une simple menace pour nos héros dans Un Nouvel Espoir, et où il partage une sorte de relation étroite avec Obi-Wan sans que l'on ne sache trop de choses là-dessus en 1977, il devient un peu plus humain dans l'épisode 5, où l'histoire et la caméra lui laissent quelques scènes pour s'exprimer. C'est évidemment dans cet épisode que nous apprenons que Vador, le méchant principal de cette saga, est en réalité le père du héros, ce qui vient chambouler toute notre vision des films que l'on vient de découvrir. On apprend par la même occasion l'existence de l'empereur et que Vador doit lui rendre des comptes, même s'il était déjà mentionné dans Un Nouvel Espoir. Mais cela nous donne l'occasion de voir que Vador souhaite à tout prix que son fils le rejoigne, et notamment pour renverser l'empereur, ce qui nous indique que Vador a également ses propres objectifs. Puis en 1983, dans Le Retour du Jedi, Vador et Luke vont partager quelques scènes, l'une des plus importantes étant probablement celle sur Endor, où Luke espère raisonner son père, persuadé qu'il reste du bon en lui. Finalement, ce n'est qu'une fois son fils sur le point d'être tué par l'empereur que l'image paternelle de Vador reprend le dessus sur le Seigneur Sith en éliminant l'empereur. On peut également interpréter le fait que l'on voit le squelette de Vador à cause des éclairs, comme le fait qu'il y a bel et bien un humain derrière ce costume et non pas une simple machine. Comme tous les autres films pouvaient nous laisser le penser. Vador connaît ainsi une rédemption en découvrant que son fils est prêt à mourir en étant bon, plutôt que de continuer à vivre en devenant mauvais. Ce qui donne certainement le courage et l'espoir qu'il manquait à Vador pour se retourner contre son maître. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est l'influence qu'a eu Vador sur notre monde, et plus particulièrement au niveau de la pop culture et dans le cinéma, le personnage servant d'inspiration à d'autres méchants ou en étant bien souvent parodié. Mais là où je souhaite en venir, c'est que l'influence de Vador est telle qu'il a été difficile pour les auteurs qui ont dû travailler sur du Star Wars après la trilogie d'origine de trouver comment créer un nouveau méchant susceptible de surpasser le Seigneur Sith à l'armure noire. Bien évidemment, certains auteurs de talent, et je pense notamment à Timothy Zahn, ont réussi à relever le challenge avec un véritable brio. Cependant, concernant la post-logie, la question de qui devait être le méchant de cette ultime série de 3 films s'est longtemps posée. Et la chose a évolué. Le seul point clair dans les premiers croquis est qu'il était question d'un chasseur de Jedi. Mais petit à petit, les concepteurs se sont rapprochés d'un design plus vadoresque si je puis dire, ce qui a fini par aboutir au personnage que nous connaissons tous aujourd'hui, Kylo Ren. Mais là encore, les décideurs ont certainement fini par se dire, voire peut-être même par s'auto-convaincre, que faire un méchant de la stature de Vador était tout bonnement impossible.
Ils ont ainsi préféré prendre un autre parti pris, le nouveau méchant serait en réalité tel un fan de la saga, en admiration devant le personnage qu'était Vador. Il lui vouerait un véritable culte et essaierait par tous les moyens d'y ressembler ou encore même de le surpasser. Je vous ai donc bien évidemment parlé de Kylo Ren, mais j'aurais également pu vous citer l'exemple de Jacen Solo, premier fils de Han et de Leia dans l'univers Legends, qui lui aussi va prendre un chemin qui s'apparente énormément à celui d'Anakin Skywalker. Alors je ne suis pas là pour vous dire si ce choix était le bon ou non, ce n'est pas le sujet de cette émission, et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Là où je veux en venir, c'est que Star Wars sera éternellement marqué par le personnage de Dark Vador. Et voilà ce qu'il en est pour ce premier épisode de cette nouvelle série de vidéos. J'ai probablement omis de parler de plein de choses concernant la création de Vador, et je vous invite à partager ce que je n'ai pas mentionné dans les commentaires. Vous connaissiez aussi probablement nombre de ces anecdotes, mais pour un premier épisode, je voulais partir d'un personnage très connu, pour lancer cette série de la meilleure des manières. Enfin, si vous avez des conseils à me donner pour les futurs épisodes, ou des personnages dont vous aimeriez bien connaître les origines, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. De mon côté, j'ai vraiment adoré m'atteler à ce genre d'exercice, pour vous produire une vidéo qui s'apparente un peu plus à une sorte de mini-documentaire. J'ai adoré faire toutes ces recherches, j'ai pu découvrir pas mal de choses et j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir pas mal d'éléments. J'ai également omis certains aspects de la création de Vador, notamment par exemple de son nom, mais le flou est encore présent sur ce sujet, Lucas ayant eu plusieurs idées ou plusieurs opinions, comme sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura aussi donné envie de vous lancer dans ce genre de recherche. Et comme d'habitude maintenant, je vous laisse tout un tas de liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Bref, si vous appréciez mon travail et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez diverses possibilités. Vous pouvez me faire un don sur Utip ou Tipeee, ou bien vous pouvez tout simplement vous abonner, liker la vidéo, la partager autour de vous, ou laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur Twitch où je fais régulièrement des lives en début de soirée, ou bien alors sur mes autres réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook. Sur ce, je remercie toutes les personnes qui soutiennent encore aussi assidûment la chaîne, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et que la force soit avec vous. Ciao.